Bonjour à toutes et à tous, c'est Kevin pour les Ludovores. On se retrouve pour ce 37e numéro du menu crowdfunding, l'émission dans laquelle on vous propose de vous présenter un petit peu tous les nouveaux jeux qui sortent actuellement sur Kickstarter principalement, mais également sur GameFound et de temps en temps même sur la plateforme française Ulule. Et donc sans plus tarder, on est parti pour aller faire un petit tour, une petite revue de tous les projets sortis cette semaine. On commence par l'habituel petit point sur la chaîne et son évolution depuis la semaine dernière. On a fait un petit plus 23 depuis la semaine dernière, donc on reste vraiment dans les créneaux habituels, plus 20, plus 23, plus 25 chaque semaine, donc 770 abonnés presque. Depuis la semaine dernière, 2 vidéos uniquement, à commencer par le petit patron l'addition, qui est pour la première fois d'ailleurs, vous le voyez, était online et non pas en direct, parce qu'on a eu une petite recrudescence de virus qui nous a poussé pour certaines raisons à nous garder à distance, disons. Donc un petit patron d'édition de janvier 2022, un petit peu plus long que d'habitude, parce que peut-être aussi le côté online fait qu'on a papoté plus que de nécessaire, je ne sais pas très bien. Et puis bien évidemment, le petit suivi du menu crowdfunding, comme à l'accoutumée. Mais bon, pas une grosse semaine en termes de vidéos. Par contre, la semaine prochaine, vous aurez potentiellement une vidéo par jour. Ce sera peut-être bien la première fois d'ailleurs dans l'histoire de la chaîne qu'on poste une vidéo par jour, une sorte de petite série. Sur quel jeu, vous en aurez peut-être déjà entendu parler vaguement dans d'autres vidéos, mais on verra bien si vous saurez deviner. D'ici là, je vous oriente directement vers le vote de la semaine, le sondage de la semaine. Alors bien évidemment, vous retrouverez la page du sondage pour la semaine prochaine, bien évidemment, en description de la vidéo, ainsi que d'ailleurs tout le chapitrage de la vidéo. Je vous invite, comme à l'accoutumée, à naviguer d'un chapitre à l'autre en fonction de l'intérêt que vous pouvez avoir envers chacun des jeux présentés cette semaine. C'est là pour ça, évidemment. Alors, le sondage de cette semaine, eh bien, vous le voyez, la part belle à Wrecking Run. Je ne pensais pas qu'il serait en première position. Visiblement, c'est vrai qu'il intéresse pas mal de monde. C'est un jeu purement solo, vous le verrez tout à l'heure d'ailleurs dans sa présentation. Eh bien, il a accueilli quand même 7 votes. Rolling Heights est deuxième avec 5, et Unfair, je ne pensais pas aussi qu'il serait aussi populaire dans la sphère francophone, avec 4 voix. Donc je présenterai ces 3 jeux-là de manière un petit peu plus poussée, donc ce sera un peu le top 3, plus 2 autres jeux qui sont venus s'ajouter de manière assez impromptue. Par contre, je suis un petit peu surpris par le manque d'attrait pour Astronauts, qui est quand même, je le rappelle, une refonte du système de jeu de Aeon's End, donc qui est quand même une référence du jeu de société depuis 5, 6, 7 ans environ. Alors après, c'est vrai que la rethématisation de la série est pas forcément dans mes goûts à moi, disons. Je préférais largement la direction artistique du jeu original, mais bon, quand même, je suis un peu étonné que ce soit aussi bas. Même chose d'ailleurs pour Iron Forest, qui reprend les mécanismes de High School, donc je pensais que ce serait un peu plus haut que ça. Silicon Valley, vous allez le voir, a été décalé. Donc malheureusement, il ne sera pas présenté cette semaine, mais plutôt début mars. On verra directement la page d'ailleurs ici sur BGG. Scott Arms, son auteur, a dit que la campagne débuterait certainement début mars finalement, donc avec un petit peu de retard. Donc voilà, on présentera rapidement Unfair, Rolling Heights, Wrecking Run, enfin un peu plus en profondeur, les autres un petit peu plus, de manière un peu plus courte, disons, y compris Kabula, même si il a quand même 3 voix, il n'était pas si loin du top 3, mais j'en avais déjà parlé en plus lors de sa première campagne il y a quelques mois, donc j'ai pas envie de m'attarder trop sur ce jeu assez loufoque qui plus est, et donc du coup ça peut être intéressant, mais quand même malgré tout je pense que ça reste un jeu de niche. Sur ce, sans plus tarder, je vous invite à aller voter directement pour le sondage de la semaine prochaine, bien évidemment. Et puis, nous, on s'oriente directement vers les mentions honorables de la semaine, suivies par, je crois, 5 gros projets cette semaine. La première mention honorable de la semaine, il s'agit de Old London Bridge, et ne vous y trompez pas, il ne s'agit pas d'un jeu anglais, mais bien italien, qui nous vient de Gabriele Buola et de Leo Colovini, qui est un petit peu plus connu d'ailleurs que son partenaire, je crois, dans le monde du jeu de société. C'est un petit jeu qui a déjà attiré 421 contributeurs, mine de rien, et qui a dépassé largement son objectif de financement, qui était assez minime, il faut bien le dire. C'est un objectif de financement assez peu honnête, j'imagine, d'ailleurs, de la part de Queen Games, puisque c'était quand même un gros éditeur qui a derrière lui déjà 65 projets, généralement d'ailleurs, pour être tout à fait honnête, des projets qui n'ont pas du tout besoin de passer par Kickstarter. C'est un gros éditeur. Vous voyez ici donc des jeux de Stefan Feld, encore un de Stefan Feld, non, de Stéphane Dora, pardon, je n'ai rien dit. Metro, Alhambra, Hamburg Game Center, bref, des gros jeux généralement qui sont déjà bien connus. Pas forcément des gros jeux en termes de qualité, ça je n'y ai pas joué, donc je ne sais pas bien. Mais Copenhague, Runestones, c'est des trucs assez connus. Merlin avec une nouvelle extension, je crois. Luxor, bref, c'est quand même des gros jeux bien connus.
Donc bon, ils n'ont pas vraiment besoin, à mon avis, de passer par, Kickstarter, mais ils le font malgré tout. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, pour 10 ans et plus, pour des parties relativement ramassées de 45 minutes, avec, un petit prix que vous voyez ici à 49 $ contre 75 $ théoriquement en magasin. Ouais, 25 $ de différence, j'y crois pas des masses, mais bon, il faudra bien évidemment rajouter les frais de port par-dessus, la TVA probablement aussi, donc finalement ça ressemblera plus ou moins au prix en magasin, mais même le cas étant, ça me semble un petit peu cher quand même malgré tout. Puisqu'il s'agit d'un jeu essentiellement avec bon, un matériel assez simple, vous avez tout un tas de petites tuiles, puisqu'en fait la thématique c'est que vous allez reconstruire le vieux pont de Londres après un incendie au XIIe siècle. Le pont était en bois, il a cramé, bon c'est fini. On le reconstruit en pierre et à l'époque les ponts accueillaient également des bâtiments, comme c'était le cas je crois de certains ponts de Paris par exemple. Et en fait avec ce mécanisme de rondelle que vous voyez au centre, eh bien, vous allez sélectionner un emplacement et une tuile qui y correspond et vous allez l'ajouter à votre pont. Attention, ceci dit, les bâtiments devront être posés de manière décroissante puisque chaque bâtiment a un petit chiffre ici, que vous voyez 59, 48, 40, 34, etc. Et il faudra que ce soit donc en ordre décroissant. Sachant que vous pourrez aussi jouer des cartes de parc qui vous permettront de reprendre à partir d'un gros chiffre, puis de redescendre par la suite. Et puis évidemment, chacune de ces petites tuiles que vous posez sur votre pont, qui d'ailleurs, vous le voyez, est en 3D avec un petit espace pour intégrer les tuiles, accueillera également un ou des symboles qui vous permettront d'effectuer certaines actions et de bénéficier de certains bonus de fin de partie également. Voilà, c'est à peu près tout pour Old London Bridge, un truc assez familial, assez accessible à mon avis. On vous propose d'ailleurs également en termes de pledge d'ajouter la collection de Luxor pour 119 $ ou celle de Cocopelli pour 109 $ par exemple, et un gros big bundle pour tous les jeux mentionnés précédemment pour 150. Le jeu sera disponible en français, donc si vous êtes tenté par la thématique, par l'aspect un petit peu familial, avec une thématique assez sympa au demeurant, c'est accessible pour vous en français, donc sachez-le. Ensuite, allons voir les prix. On a déjà vu celui de tout à l'heure, hein. D'ailleurs, vous voyez maintenant, j'ai enfin les gifs qui sont revenus à la vie, parce qu'en fait, bon, j'ai arrêté d'utiliser Mozilla pour la vidéo du mini crowdfunding. Je suis repassé sur le truc de base, comment ça s'appelle déjà? Je ne sais même pas comment ça s'appelle. Microsoft Edge, voilà, pour pouvoir vous montrer les gifs, parce que là-dessus, ça marche. Allez savoir pourquoi. Bref. Vous le voyez ici, hein, vous poserez des bâtiments avec un chiffre plus bas que le bâtiment précédent, avec tout un tas d'icônes. J'étais censé mentionner le prix, mais en fait, bon, j'en reviens avec les gifs. Vous pourrez aussi retirer certains numéros précédemment posés pour pouvoir poser le bâtiment que vous souhaitez, si tant est qu'il entre entre les deux quand vous retirez celui du milieu. Voilà, c'est relativement simple. Le contenu, vous le voyez ici, rien de très particulier. Il y a quand même 72 tuiles de bâtiment, donc une certaine rejouabilité, et puis également des tuiles de bonus, et puis des tuiles qui vous fourniront voilà, cette extension ici, Experience Builders, pour des tuiles de scoring de fin de partie, où vous devrez respecter certaines conditions pour pouvoir scorer encore un peu plus. Le jeu, vous l'avez vu tout à l'heure, hein, il est à 49 $ au lieu de 75 en magasin pour l'instant. Une version supplémentaire à 109 et 119, ce sont les pledges pour ajouter d'autres jeux de même éditeur tels que Luxor ou encore Cocopelli par exemple. Et pour ce qui est malheureusement des frais de port, eh bien rien de très précis. Les frais de port, on n'a pas de mention explicite de ce que ça pourrait coûter potentiellement. Donc on va faire un petit peu comme d'habitude pour avoir un aperçu. On va cliquer directement ici. Le Japon, 50 $, ça me semble très 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 cher. Est-ce que c'est vraiment correct? Peut-être, je ne sais pas. Pour la France, 25. Voilà, après j'ai choisi le 109 pour le jeu plus Cocopelli, donc c'est peut-être aussi pour ça. Si vous vous contentez du jeu de base, est-ce que c'est le même prix? J'en doute. France, ce serait 17 par exemple. Si vous prenez uniquement Old London Bridge, est-ce que cette partie de la page est fiable? Je ne sais pas très bien. En général, ils préfèrent plutôt avoir un tableau récapitulatif qui est quand même bien plus lisible. Mais a priori, ça devrait être du 17 $ de frais de port. Pour la Belgique, j'imagine que c'est un peu la même chose. Oui, 17 $, bref. Je pense que c'est à peu près crédible. Canada, 25, c'est un petit peu plus cher, etc. Bref. Voilà pour ce qui est de Old London Bridge, un petit jeu qui paye pas de mine comme ça, qui est certainement pas extraordinaire, mais qui a l'air relativement sympa et accessible, en plus d'être familial. La direction artistique est pas extraordinaire, mais c'est pas vilain non plus. Je pense qu'on est sur un jeu un petit peu de milieu de gamme à tous les sens du terme d'ailleurs. Voilà pour Old London Bridge, 421 contributeurs à 9 jours de la fin de la campagne relativement courte d'ailleurs, et on a déjà largement dépassé l'objectif de financement qui était assez ridicule, il faut bien l'avouer, avec 31 500 $.
On enchaîne sur Astronauts avec ses 1785 contributeurs à l'instant, avec 81 000 $ d'accumulés sur 20 000 nécessaires. Il reste 2 semaines avant la fin de la campagne. Je le disais tout à l'heure un petit peu en présentation dans le sondage, c'est un deck building qui est en fait largement inspiré par Aeon's End. Vous le voyez d'ailleurs, c'est écrit ici. Avec une version un petit peu streamlinée, donc un petit peu, comment dirais-je, pas simplifiée, mais peaufinée, un petit peu épurée, dirons-nous, mais avec également une refonte totale de l'univers de Aeon's End. Cette fois-ci, on est dans l'espace avec des extraterrestres, des monstres en tout genre, et une DA très colorée. Je ne suis pas du tout fan, pour être honnête. Aeon's End, je n'y ai jamais joué, mais j'aurais bien aimé tenter. Mais là, par contre, Astronauts, c'est vraiment pas pour moi. Mais bon, au-delà de ça, si vous appréciez la sci-fi, disons, tout ce qui se passe un petit peu dans l'espace, ça pourrait être malgré tout attirant, et c'est certainement avec un très bon matos, comme c'était le cas pour Aeon's End. Là-dessus, je ne me fais pas trop de soucis. 1 à 4 joueurs, donc c'est un jeu que vous pouvez bien évidemment jouer en solo, comme souvent les jeux de coopération. Ici, c'est le cas en tout cas, jeu de coopération ou solo, pour des parties de 60 minutes environ. Alors, en quoi est-ce que le jeu a été simplifié en comparaison avec Aeon's End? Là-dessus, je ne pourrais pas vous le dire. Je n'ai pas fouillé suffisamment, mais il semblerait que ce soit un petit peu épuré par rapport à son prédécesseur. Donc vous aurez encore le choix parmi plusieurs personnages jouables avec certaines spécificités, certaines, comment dirais-je, caractéristiques un petit peu asymétriques, et ensuite, à partir de là, ce sera du deck building. Vous allez renforcer votre personnage en acquérant de nouvelles cartes. Vous voyez ici un petit aperçu des différents guerriers que vous pourrez contrôler. Ici, par exemple, Christina Ngara ou encore Gavril, ou Toli Iridia, etc. etc. Donc tout un tas de petits héros que vous pourrez contrôler. Et puis j'imagine qu'on aura aussi tout un tas de boss à vaincre, bien évidemment. Bon, le reste, ça s'inspire quand même très largement de Aeon's End en termes de gameplay, donc vous ne serez pas perdu si vous avez apprécié son grand frère. On a un pledge de base, vous le voyez, à 39 $, qui inclut également une petite extension intitulée Orion System, 6 héros, 4 ou 5 vilains, voilà, avec tout un tas de cartes que vous pourrez utiliser pour améliorer votre personnage. Il y a également un petit pledge supplémentaire qui n'apporte rien en termes de gameplay, mais simplement des playmats. Le voici, 59 $ pour avoir le playmat. Bon, le playmat qui respecte bon, la charte graphique, la direction artistique globale du jeu, mais bon, du coup, je trouve ça pas très attirant, mais bon, ça devrait faire le job, ça a l'air fonctionnel en tout cas, c'est déjà ça, c'est ce qu'on lui demande avant tout. Pour le shipping, les frais de port, si vous êtes dans la majeure partie de l'Union européenne, Belgique, France par exemple, ce sera du 19 $ contre 25 pour le Canada. Pour nous, juste par curiosité, on est dans la zone ici, ouais, Most of Asia, donc 25 $, bon, pas beaucoup plus cher, même prix que pour le Canada. Pour la TVA, je n'ai pas souvenir de l'avoir vue, mais je suppose qu'elle sera à ajouter durant le Pledge Manager, comme c'est souvent le cas. J'imagine en tout cas. Bon, je suis peut-être passé un petit peu trop rapidement là-dessus. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire pour Astronauts, qui reprend donc les mécanismes de Aeon's End, en les peaufinant un petit peu, en les allégeant peut-être un petit peu, mais dans un univers tout à fait nouveau, qui moi personnellement m'attire pas du tout. Mais bon, quand même 1786 contributeurs, ce qui est quand même pas rien, et 81 200 $ environ d'accumulés déjà à 2 semaines de la fin de la campagne. On continue avec Kabela, que j'avais déjà présenté le 23 octobre dernier, lors de sa précédente tentative sur Kickstarter, qui s'était soldée malheureusement pour eux par un échec. Et ils nous reviennent donc aujourd'hui avec ce RPG totalement loufoque, qui cette fois est financé avec 27 600 $ sur 20 000 nécessaires. Donc c'est financé avec près de 270 contributeurs, et il reste 2 semaines et demie avant la fin de la campagne. Alors je disais, c'est un RPG totalement loufoque, enfin, ça a des vibes de RPG, des sensations de RPG un petit peu, mais c'est pas véritablement un RPG. Complètement loufoque parce que déjà vous le voyez sur l'illustration de base, hein, on voit ici une personne qui se bat avec une grosse banane, on voit aussi un aigle qui se bat avec un Colt parce que c'est le nom d'un des flingues les plus populaires, je crois, les plus célèbres des États-Unis, le Colt Eagle, si je me souviens bien. Je ne suis pas très connaisseur en la matière, mais bref, c'est plein de petites blagues de ce style. Bon, c'est plein de... Vous le voyez ici, il y a un cul, voilà, il y a une cervelle, etc. Bon, vous irez voir la vidéo du 23 octobre si vous voulez une présentation un petit peu plus détaillée. Ils ont bien évidemment revu un tout petit peu leur offre, mais fondamentalement, ça reste le même jeu. Donc, pour ce qui est de découvrir un petit peu plus le jeu en détail, éventuellement, s'il vous intéresse, allez plutôt voir la vidéo du 23 octobre dernier. Cette fois-ci, il nous propose un double deal, en gros, un double pledge,
un à 50 $ pour un light package, qui est une version avec des standees, et un 99 $ pour le big package, qui est une version avec des miniatures, mais pour le reste, c'est plus ou moins la même chose pour ce qui est du jeu de base. Vous le voyez également ici, on a un petit parental advisory, donc en bref, pour vous signaler que bon, il y aura des trucs un petit peu salaces, il y aura des blagues un petit peu cocasses, etc. Pas forcément pour tous les publics, en gros. Mais bon, c'est pas non plus méchant, mais disons que c'est un petit peu salace. Alors donc, on a aussi des add-ons avec notamment une extension intitulée Conspiracy pour 29 €, pardon, qui s'accompagne d'un nouveau héros ainsi que 2 nouveaux gardiens, des gardiens qui sont en fait les adversaires que vous aurez à vaincre dans ce jeu. Et puis une version pour 5 joueurs au lieu de 4, qui je crois est le compte de joueurs maximum pour le jeu de base. On a aussi une autre extension intitulée Outrageous pour 54 nouvelles cartes, de nouveaux mécanismes de jeu. On a aussi des améliorations de matériel pour 12 € avec des pièces de métal et des ressources en bois cette fois-ci plutôt qu'en carton. Et c'est vrai qu'avoir un cul en bois, c'est quand même bien plus satisfaisant. Bref, vous pourrez également acheter les fichiers STL pour ceux qui ont des imprimantes 3D à la maison pour 15 € pour imprimer vos propres figurines. Et sinon, vous avez le Huge Package, donc le all-in, qui inclut les 2 extensions, le matériel amélioré, etc. Tout ça pour 140 €, 139 au lieu de 156, plus tous les fichiers STL gratos. Voilà, une petite économie, mais il faut vraiment être fan du jeu. Et je le rappelle, c'est un jeu quand même à une grosse vocation humoristique, même si le design et l'artwork ont l'air plutôt d'être jolis. Ça reste un truc assez dans la blague, dans la vanne, en gros, hein. Donc voilà. Sachez-le avant de backer. D'ailleurs, si vous regardez certains des monstres, vous le verrez, hein, Pépé, The Cutest Demon, bon, ouais, c'est floppy, hein, avec cet étalon un petit peu alpha, ce mâle alpha, vraiment typé à l'italienne dans les films américains des années 80. Bref, c'est assez marrant sur le papier. Là, vous voyez une sorte de chimère qui mélange licorne avec un lion et la partie inférieure d'un cochon, par exemple. Bon, tout ça est assez amusant, si tant est qu'on est assez friand de ce genre d'humour, ce qui n'est en tout cas pas trop mon cas. Je me permets de faire encore un tout petit point sur les artworks, parce que vous le voyez, si on ne le sait pas, on n'est pas forcément au courant que le jeu est plutôt orienté humour, parce que l'artwork est relativement classe, hein, pas classe, mais au moins clean, disons, c'est propre, c'est assez efficace. Donc revenons-en à nos moutons, à savoir les frais de port. Les frais de port, les voici. Alors pour la France, vous êtes sur du 12,5 € pour le pledge de base, 18 pour les pledges avec les miniatures, et puis 21 si vous voulez l'ensemble avec les miniatures, les extensions, et ainsi de suite. Donc ça peut faire une différence assez remarquable quand même, hein, 12,5 à 18 pour seulement les miniatures en plus, ça fait quand même une assez grosse différence, mais bon, il faut savoir ce qu'on veut. Pour le Canada, c'est du 25, 31, 38, et juste par curiosité pour nous qui sommes certainement donc ici, j'imagine, ça doit être du 28, 37, 45, ce qui est quand même assez cher. Et voilà pour Kabula, un projet assez atypique, rempli d'humour, mais d'un humour qu'il faut apprécier pour vraiment pouvoir éventuellement se pencher sur son sujet. Donc Kabula, 270 contributeurs pour l'instant, il reste plus de 2 semaines pour vous pencher sur son sujet. Êtes-vous friand ou pas de ce type d'humour? Moi, pas trop, mais vous me direz ce que vous en pensez malgré tout. 27 000 € d'accumulé pour l'instant. On continue avec Floating Floors, premier projet d'un nouveau studio australien intitulé Guff Studios. Vous reconnaîtrez peut-être le nom de Stella Jaja, qui est une ancienne contributrice de Dice Tower, l'une des plus grosses chaînes de jeux de société au monde, qui avait également sa propre chaîne Meeple University. Et puis donc ils nous reviennent cette fois-ci avec un studio d'édition de jeux de société. C'est leur premier jeu, Floating Floors, qui est un jeu pour 2 à 4 joueurs dans lequel vous incarnez des petits ninjas, et ça vous offre une expérience de gameplay à mi-chemin entre le jeu de dextérité et le jeu de stratégie tactique pour 20 à 40 minutes la partie. Alors vous le voyez, en fait, il s'agit de 2 équipes de ninjas, une noire et une blanche, et vous allez chercher à vous frayer un chemin sur les différentes tuiles qui composent le plateau central en ajoutant des petits cubes. Alors d'abord, vous allez jeter des dés pour voir les cubes que vous allez justement pouvoir utiliser et placer sur une carte. Ensuite, vous allez poser une autre carte par-dessus, ce qui vient en fait complexifier un petit peu le jeu, puisqu'en fait vous ne saurez pas toujours, vous aurez peut-être oublié où vous aurez précédemment à poser des cubes, et à partir de là, il va falloir vous frayer un chemin sur une carte, puis sur une autre, puis sur un petit cube au-dessus, sans jamais perdre votre équilibre, et en essayant de mémoriser également ce qui se trouve entre les 2 cartes.
c'est le petit aspect un peu complexe. Il y aura aussi tout un tas de petits pouvoirs que vous voyez ici avec les petites tuiles que vous voyez ici, hein, qui vous permettront d'effectuer certaines actions un petit peu particulières, tout en essayant bien évidemment de conserver votre équilibre. Ici, vous avez un petit exemple sur ce GIF de perte d'équilibre du ninja blanc, par exemple. Voilà. C'est un jeu relativement abordable aussi en termes de prix, puisqu'il coûte 25 $. Attention, les mentions sont également en dollars australiens. Il faut toujours regarder la dollar USD. Ici, c'est des dollars américains. C'est un petit peu plus parlant pour nous qui sommes européens et qui connaissons assez mal généralement les dollars australiens. Donc 25 $, jeu assez abordable. Il faut bien dire qu'en termes de matériel, c'est léger, c'est assez basique. C'est bien fait, c'est fonctionnel, mais c'est basique, même si la direction artistique de la boîte, elle, est plutôt jolie. On a des petits meeples assez sympas. Alors attention, ici, vous voyez qu'ils n'ont pas de screen print. Par contre, vous me direz que vous en aurez peut-être vu. Ici, par exemple, on a du screen print. Également sur la présentation, ici, on a du screen print. Bon, là, ce n'est pas les meeples exclusivement, c'est plutôt des illustrations. Mais ils ont utilisé des screen prints lors de la vidéo de présentation et également dans certains GIFs. Ce sera un stretch goal, ce n'est pas encore inclus dans le jeu, donc attention. Bon, petite erreur de communication de la part de Guff Studios, mais bon, qui ne fait pas des erreurs, surtout dans une première campagne. Bref, continuons. C'est également, attention, je ne l'ai pas précisé, c'est co-édité par l'éditeur de Endless Winter et de Steam Up. Donc, c'est plutôt un gage de confiance et de qualité aussi potentiellement. Vous pouvez déjà tester le jeu sur Tabletop Simulator. Je ne sais pas par contre si un jeu de dextérité peut vraiment être retranscrit en termes de sensations via Tabletop Simulator, mais bon, ça a le mérite d'exister. Bon, ce n'est pas vraiment de la dextérité, c'est plus de l'équilibre qu'autre chose, mais comment c'est retranscrit dans TTS, là-dessus, je ne saurais pas vous dire. Vous pourrez également lire les règles, mais en anglais exclusivement, comme la campagne d'ailleurs dans son ensemble pour l'instant. Ensuite, les stretch goals, on passe, on verra plus ça dans le suivi du menu crowdfunding quand l'heure sera venue. Les pledge levels, vous en avez donc un à 25 $ américains pour une copie du jeu. Et puis, vous pouvez aussi, si vous êtes gérant de magasin, en prendre plus, bien évidemment, pour une sorte de pledge groupé. Pledge groupé qui, si je me souviens bien, était également disponible pour les personnes individuelles, disons. C'était écrit, je crois, dans les stretch goals, voilà, c'est ici, additional copies. Vous pouvez ajouter des copies en plus pour faire des mini pledges groupés. Si vous êtes en Europe, ce sera 18 $ de frais de port. C'est quand même assez cher pour un jeu qui coûte 25 $ à la base. Mais si vous réussissez à trouver des partenaires pour faire un pledge groupé, ça pourrait vous permettre de rentrer dans vos frais. Et ma foi, c'est à peu près tout pour Floating Floors, qui nous vient d'ailleurs de Takashi Sawada, je ne l'ai pas précisé, c'est un jeu à thématique japonaise conçu par un japonais d'origine, mais anglophone. Je ne crois pas qu'il ne parle japonais, en tout cas je ne l'ai jamais vu parler japonais. Donc un joli petit succès malgré tout, près de 500 contributeurs à 17 jours de la fin de la campagne, et le jeu est financé avec 16 000 $ australiens. Donc un joli petit succès malgré tout pour Floating Floors, qui ne paye pas de mine comme ça, mais pour les amateurs de jeux de dextérité, d'équilibre, etc., ça peut être une belle découverte. On enchaîne sur Iron Forest, qui nous provient là encore, comme d'ailleurs tout à l'heure, Astronauts découlait de l'univers de Aeon's End. Iron Forest, lui, est un nouveau dérivé de High School, un jeu très familial, plutôt orienté famille-enfant, disons. Mais cette fois-ci, ça reprend les mécanismes de High School, mais dans une thématique bien plus mature. Et ça a déjà attiré près de 1400 contributeurs à 22 jours de la fin de la campagne, pour plus de 120 000 $ d'accumulés. C'est un jeu de pichenette, comme c'était déjà le cas d'ailleurs pour High School, mais avec des dimensions de tactique un petit peu plus présentes et quelques nouveautés. Pour 14 ans et plus, 2 à 4 joueurs, 40 minutes la partie. Et ce qui est également plus lourd au-delà de la thématique, c'est également le prix. Alors bon, vous le voyez ici, le jeu High School, le mécanisme High School a gagné tout un tas de prix dans le monde ludiste. Alors est-ce que Iron Forest en fera de même, sachant que c'est plus orienté famille plus, disons, un petit peu plus mature. Le prix s'accompagne de cet élan de maturité, puisqu'on passe de 25 $, si je me souviens bien, pour High School, à 85 $ pour Iron Forest, donc c'est vachement plus cher, bien évidemment, mais ça s'accompagne également de matériel un petit peu supérieur à celui qu'on avait l'habitude de voir dans High School, à savoir ici par exemple 2 plateaux 3D, un superposé à l'autre, donc ça peut être aussi un facteur d'augmentation du prix, bien évidemment, au-delà des matières premières qui ont augmenté ces dernières années. Il y aura également une miniature de catapulte qui est utilisée. Ce n'est pas seulement de la décoration, c'est une vraie catapulte. Donc ça aussi, je crois que c'est une nouveauté par rapport à High School, le fait de pouvoir catapulter ces mechas. Ce sont ici des mechas, des robots, hein, vous le voyez, plutôt que des pingouins comme c'était le cas dans High School.
Je passe rapidement sur le lore. Voilà, on arrive ici sur les game features avec donc la fameuse pichenette symbole du gameplay de High School, qui est repris bien évidemment ici dans Iron Forest. On a également maintenant un niveau en 3D, même peut-être 4D, puisqu'on a deux plateaux, l'un apposé à l'autre, avec des petits tubes transparents pour pouvoir le mettre par-dessus l'autre. Et puis on a également ce nouveau mécanisme, je pense, je crois que c'est nouveau, qui est celui de la catapulte. Vous pourrez aller balancer vos mechas au-delà de certains murs pour aller atteindre le plateau supérieur, par exemple. Donc ça peut être assez fun. Je serais curieux de voir comment ça fonctionne dans les faits, mais ça peut être assez marrant, sur le papier en tout cas. Je disais tout à l'heure, 85 $, donc assez cher pour les deux plateaux, les petits embouts plastiques pour les mettre les uns sur les autres, la catapulte, les cartes bien évidemment pour chacun des robots. Est-ce qu'il y a une sorte d'asymétrie dans les robots? Ça, ma foi, je ne saurais pas vous répondre, j'en ai aucune idée. J'imagine que s'ils ont chacun une carte, c'est qu'il y a peut-être quelque part un aspect d'asymétrie, mais à confirmer. Et il y en aura, je crois, 8 des robots. Ensuite, on va passer directement aux frais de port parce que bon, ça reste une mention honorable, on ne va pas passer 3 quarts d'heure là-dessus non plus. Donc, voilà ici les add-ons d'abord. Les add-ons, c'est vrai, vous pourrez acquérir des sleeves pour les cartes, bon, pour 15 $, un set comment dirais-je, de miniatures supplémentaires pour 15 $. Je ne vois pas très très bien l'intérêt, sauf peut-être éventuellement les utiliser une fois que les premières sont un peu trop usées, je ne sais pas. Vous pourrez prendre la catapulte en plus pour 10 $, mais je crois qu'elle est déjà incluse dans le jeu de base, donc je ne vois pas très bien l'intérêt. Et puis, vous pourrez également acquérir les 2 épisodes de High School, donc High School 1 et High School 2, pour 25 $ respectivement, pour un jeu bien plus familial, orienté famille avec enfants, disons. Pour les frais de port, si vous êtes au Canada, 23 $, en France, 23 $ également, peut-être en Belgique, c'est certainement dans la zone Other EU Countries, donc 29 $, et chez nous, au Japon, par curiosité, 42 $, soit la moitié du prix du jeu. Comment vous dire non. Et la TVA sera ajoutée dans le Pledge Manager, donc sachez-le, elle n'est pas incluse dans le prix de base. Voilà pour Iron Forest, qui reprend donc les mécanismes de High School. D'ailleurs, on voit le nom de High School mentionné en haut à droite de la boîte, mais dans un univers un petit peu plus mature, avec un matériel un petit peu plus riche également, ce qui s'accompagne d'un prix également plus élevé, bien plus élevé d'ailleurs. 1400 contributeurs environ à 3 semaines de la fin de la campagne pour Iron Forest et déjà près de 125 000 $ d'accumulés. On enchaîne sur Super Club, cette fois-ci disponible en allemand, en espagnol, en italien, en français et en portugais, mais surtout en français, c'est ça qui nous intéresse principalement. Et ça attire quand même pas mal de monde, 617 contributeurs à 26 jours de la fin de la campagne et déjà près de 15 000 € d'accumulés. Et pourquoi je disais que cette campagne revient? Parce qu'en fait, c'est un jeu qui existe déjà depuis, je crois, 2020 ou 2019, j'ai un peu oublié. Ils avaient déjà fait une campagne, c'est un éditeur norvégien qui, pour l'instant, n'a conçu que ce jeu, si je ne me trompe pas. Et c'était, me semble-t-il, en 2019. Voilà, c'est 2019, donc le jeu est arrivé certainement au backer en 2020, donc il y a un an et demi. C'est un jeu de football, en fait. Vous n'allez pas jouer les matchs, mais vous êtes un manager de football. Vous allez développer votre club. Vous le voyez, le matériel n'est pas extraordinaire. Ce n'est pas phénoménal en termes de direction artistique, mais ça a l'air d'être relativement apprécié. Mine de rien, ça attire quand même 617 contributeurs, y compris, je crois, une trentaine de backers français. C'est quand même pas rien. Par contre, c'est vrai qu'en début de campagne ici, ils nous disent que c'est le jeu que les fans de football et ludistes attendaient, en tout cas plutôt les fans de football attendaient en termes de représentation ludique du football. Ça me semble être un tout petit peu prétentieux dès lors qu'on connaît World Wide Football, qui est un jeu français qui a déjà fait ses preuves, mais également et surtout, je dirais, l'année dernière, la superbe campagne de Eleven sur GameFound qui avait fait un excellent score et qui était produit par Portal Games, le même éditeur que Robinson Crusoe, entre autres, ou 51st State, qui va connaître d'ailleurs une nouvelle mouture sur GameFound cette année, très prochainement d'ailleurs, qui, à mon avis, en termes de qualité de matériel d'abord, est largement supérieur. Après, en termes de gameplay, à voir, je ne sais pas. Ça avait l'air un peu plus riche quand même que ce que peut proposer Super Club en termes d'expérience ludique. Mais bon, ça peut être assez fun. Si on est amateur de jeux de foot, de jeux de management de manière générale, ça peut être quelque chose d'assez intéressant, d'autant plus que la campagne s'accompagne d'un petit Mystery Card Pack ici qui n'était pas disponible durant la campagne de base, d'origine de ce jeu, et qui s'accompagne de nouvelles cartes avec de nouveaux joueurs, par exemple. Bon, vous le voyez encore une fois sur ces cartes, c'est pas fou en termes de matériel. Ensuite, on va aller directement dans les frais de port. D'abord, le jeu lui-même, combien coûte-t-il?
Il coûte 49 € en early bird, attention, pour la zone France. Zone France, on est où? On est ici, voilà, zone France, il reste 71 early bird actuellement, donc vous avez encore un petit peu de temps, sachant que le jeu devrait être livré assez rapidement, en août 2022, donc ça va pas tarder. Il faut dire que le jeu existe déjà, il ne reste plus qu'à le produire et à l'envoyer, puisque c'est un jeu précédemment existant déjà, hein. Donc 71 places pour le early bird restant pour la langue française. Une fois que ce sera terminé pour les early bird, il vous faudra débourser 10 €, de plus, donc 59 €. Quant aux frais de port, disais-je, pour le reste de l'Europe, puisque l'Allemagne est mentionnée ici, donc la France, la Belgique, etc., on sera sur du 10 € de frais de port, ce qui n'est pas exagéré, très honnêtement, même s'il faudra rajouter 5 € de plus pour avoir le petit Mystery Pack, ce qui nous fait 15 € de frais de livraison. Ce n'est pas extraordinairement cher, ça se comprend, c'est assez abordable, assez honnête. Pour ceux qui sont au Canada, je ne sais pas s'il y a beaucoup de fans de football au Canada, ce serait 35 et 15, donc 50 € de frais de port. Là, par contre, c'est complètement pété. Comment passer de 10 € à 35 sur le jeu de base? Et pour nous au Japon, c'est encore pire, parce que dans le rest of the world, 45 plus 20, c'est beaucoup plus cher que le jeu lui-même, donc juste pas acceptable pour nous en tout cas. Pour la TVA, je ne vois pas de mention faite à son propos, donc j'imagine que ce sera inclus dans les frais de port. En tout cas, il n'y a pas de mention contraire, donc il faudra voir dans les jours à venir si la TVA est incluse ou pas. On vérifiera lors du suivi du menu crowdfunding. C'est à peu près tout pour Super Club et sa version française désormais. 617 contributeurs à plus de 3 semaines de la fin de la campagne, et quand même 15 000 € environ d'accumulés déjà. Donc vous avez encore largement le temps de vous pencher dessus, mais en tout cas, il est disponible en français pour tous les amateurs de football, même si moi, j'aurais plutôt tendance à vous orienter vers World Wide Football parce que c'est français et que ça a fait ses preuves, ou Eleven qui a l'air vraiment très très sympa et qui devrait arriver l'année prochaine et qui est encore en late pledge sur GameFound. Sur ce, c'est fini pour les mentions honorables de la semaine. On va pouvoir maintenant passer aux gros projets de la semaine, ou en tout cas ceux qui vous intéressent les plus et qui m'intéressent le plus également. Ils sont au nombre de 5 cette semaine. D'abord, Wreckland Run, que vous avez choisi en première position cette semaine dans le sondage, Rolling Heights et Unfair pour cette nouvelle extension, sa deuxième extension de Unfair, et 3 jeux auxquels j'en ai ajouté 2, à savoir Mind MGMT, qui avait fait un énorme succès l'année dernière et qui a reçu tout un tas d'accolades de la part de différents vidéastes et critiques ludiques de par le monde, donc qui revient pour une nouvelle campagne qui vous permet de mettre la main sur le jeu. Vraiment des très très bons retours sur ce jeu de déplacement secret, on en parlera de toute façon dans quelques minutes. Et puis également Deep Rock Galactic, qui provient d'un jeu vidéo du même nom, qui a fait un très joli succès en jeu vidéo, et qui maintenant se lance sur sa version plateau. Donc on se lance directement dans les gros projets de la semaine. Le premier gros projet de la semaine, il s'agit de Mind MGMT, ou autrement appelé Mind Management, puisque c'est à ça que correspond le MGMT, qui nous revient avec une nouvelle campagne pour s'accompagner des Secret Missions, qui au préalable étaient disponibles uniquement quand vous rentriez certains codes sur un site internet. Là, cette fois-ci, elles seront en physique, directement dans la boîte, et c'est l'occasion évidemment de se jeter sur l'édition Deluxe qui est fournie durant la campagne et qui l'était plus depuis quelques mois. Donc là, c'est l'occasion jamais de se repencher sur le sujet, puisque c'est un jeu qui a fait vraiment un énorme succès lors de sa première apparition, avec 2378 contributeurs, ce qui ne paraît pas énorme, mais ensuite, une fois qu'il était arrivé en magasin, il avait aussi fait beaucoup de bruit dans la sphère anglophone, pas en francophone bien évidemment, puisqu'il n'était pas disponible en français, si je me souviens bien. Mais depuis, entre-temps, il a recueilli énormément de critiques très positives. Alors, autant le dire de but en blanc, ce n'est pas un jeu pour tout le monde, c'est un jeu de déplacement caché, de déplacement secret, à identité un petit peu secrète également. Vous le voyez ici d'ailleurs, tous les critiques, disons tous les vidéastes anglophones qui l'ont placé très haut dans leur classement des meilleurs jeux de 2021. Il a été numéro 1 pour Quackalope, il a été numéro 1 pour Board Game Co, etc. Bref, il a été vraiment très bien accueilli par la majorité des vidéastes pour ce qui est des classements des jeux de 2021. Et donc, il vous revient avec cette nouvelle édition Deluxe
un petit peu amélioré, un petit peu, comment dire, enrichi via ces secret missions qui étaient, au préalable pas fournies dans la boîte. Le jeu s'accompagne en plus de Game Trays. Vous le voyez, c'est toujours un plaisir d'avoir un jeu accompagné de Game Trays pour ce qui est de l'installation et du rangement. Par contre, je dois bien avouer que si le jeu m'intéresse parce qu'il est souvent présenté comme étant le meilleur jeu actuellement en termes de déplacement, secret, de déplacement caché, avec en plus des personnages qui ont, chacun leur pouvoir, leurs compétences particulières, parce que vous interprétez des psychics, donc des personnes avec des pouvoirs, psychiques un peu particuliers. Il faut quand même bien constater que la direction artistique est peut-être pas pour tout le monde. En tout cas, il y a certains éléments qui, moi, me semblent plutôt bien foutus en termes de direction artistique et d'autres que je trouve assez immondes. Donc, je sais pas trop où me placer, concernant, Mind MGMT. Bon là, par exemple, typiquement, cette illustration, je la trouve assez dégueulasse. On dirait un croquis, avant de vraiment, rentrer dans le dur du travail des illustrations. Moi, ça ne me séduit pas du tout, en tout cas. Vous voyez ici la carte sur laquelle vos parties vont se dérouler avec, différents éléments du décor que vous retrouverez sur plusieurs, cases. Par exemple, ici, vous avez un totem que vous retrouvez ici ou encore ici ou ici. Et à partir de ces différents éléments, vous allez poser des questions et essayer de retrouver, l'agent. Donc, ça reprend bien évidemment certains mécanismes qu'on connaît déjà dans certains jeux de déplacement secret, mais avec une certaine asymétrie selon les personnages, qui auront des compétences particulières. Ça reste un jeu qui m'intéresse dans le sens où vraiment il est, reconnu comme étant l'un des meilleurs jeux de déplacement secret, un petit peu à identité cachée. En plus de ça, il vous propose une expérience, solo ou coop grâce, à une application fournie gratuitement, dans le pledge. Donc c'est vrai que c'est intéressant sur le papier, mais la direction artistique pour moi, même si je comprends la patte un petit peu, rétro, il y a certaines illustrations qui me semblent vraiment pas terribles du tout. Encore une fois, donc les critiques dithyrambiques, hein, on a ici des best game of, 2021 et cetera. Bref, c'est très, très bien accueilli par les critiques, mais bon, là, par exemple, les dessins, les illustrations sur cette image-là me semblent assez jolies, dans le style assez rétro, mais il y en a certaines qui sont beaucoup, beaucoup moins convaincantes. J'ai l'impression qu'il n'y a pas la même, qualité de direction artistique, selon les illustrations, en fait. Ça me semble assez étrange de ce point de vue-là. On va passer directement au prix, puisque, je ne l'ai pas encore mentionné. Vous pouvez, backer pour, 8 $ canadiens pour les Secret Missions, donc les 9 enveloppes qui viennent ajouter du gameplay supplémentaire, puisque vous allez, décachetonner, en fonction des résultats de votre partie, certaines enveloppes qui vont venir modifier la prochaine, étape, la première chaîne partie devrais-je plutôt dire, sachant que chacune des enveloppes peut être réutilisable, hein, il n'y a rien de destructible dans le jeu. Ça, c'est uniquement pardon, pour ceux qui ont déjà le jeu de base, attention, hein. Pour ceux qui n'auraient pas, le jeu de base, vous pouvez également, bien entendu, l'obtenir. C'est l'occasion ou jamais d'ailleurs. Pour ce pledge kit ici à 112 $ canadiens, ce qui correspond à environ 90 $ américains. Donc, bon, ça vous fera une somme en euros un petit peu moins cher encore, 80 €, j'imagine, 85 € peut-être, plus les frais de port, bien entendu. Les frais de port, les voici d'ailleurs. Si vous voulez vous contenter, parce que vous avez déjà le jeu de base, des Secret Mission en format physique, ça vous coûtera assez peu cher puisque vous êtes dans la zone probablement de Europe et Canada. Donc ce sera du, 5 $, non, 6 $ pardon, 6 $. Si vous voulez les upgrades de pièces en bois plutôt qu'en carton, ça vous coûtera 9 $. Par contre, si vous n'avez rien et que vous voulez la version deluxe du jeu, accompagnée par les enveloppes, bien évidemment, si vous êtes dans la zone 2, ce sera du 22 $ de frais de port, ce qui est à peu près normal par les temps qui courent. La TVA, je crois que je ne l'ai pas vue mentionnée, elle est ici. Alors, non, ils n'auront pas de TVA ajoutée, je pense qu'elle est incluse du coup dans les frais de port, ce qui est plutôt un gros plus aussi à mettre à leur crédit. Donc voilà pour Mind Management, Mind MGMT, comme on le surnomme apparemment. Un jeu d'identité secrète, des déplacements secrets qui a l'air vraiment très très convaincant en termes de gameplay, mais qui en termes de direction artistique par contre m'attire assez peu, il faut bien l'avouer. Mais j'aimerais bien un jour tester, ça fait partie de ces nombreux jeux que j'aimerais bien tester un jour, mais pas suffisamment pour aller jusqu'à le baquer. Mais en tout cas, cette seconde campagne a un énorme succès, hein. La première avait fait donc 2700, si je me souviens bien tout à l'heure, on a regardé ensemble. Là, on est déjà à plus du double avec près de 6000 contributeurs et il reste un petit peu moins d'une semaine avant la fin de la campagne, dont j'en reparlerai mercredi prochain lors du suivi du menu crowdfunding pour vous faire un dernier petit rappel sur la campagne. Actuellement, près de 450 000 $ canadiens accumulés. C'est quand même une très belle somme et un très 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 beau résultat qui vient de plus de doubler le nombre de backers de la première campagne. Donc bravo à eux. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je suis quand même assez attiré, mais pas suffisamment pour aller backer.
On continue avec Raglan Run, un jeu purement solo qui vous permet également durant la campagne d'aller choper la nouvelle extension de Warp's Edge, un autre jeu solo par le même auteur, à savoir Scott Arms, qui est un peu un expert des jeux solo. Il en a produit quand même un paquet ces derniers mois, y compris donc bien sûr Warp's Edge. C'est une campagne qui est déjà à 1808 contributeurs et 123 000 $ d'accumulés sur 5 000, encore un objectif de financement totalement irréaliste. Et il reste 11 jours avant la fin de la campagne. Bon, encore une fois, je me tâte un petit peu à mettre un coup de cœur. C'est vrai que le jeu me tente beaucoup. Un petit jeu solo assez rapide, puisque c'est un jeu qui se joue en 30 à 45 minutes avec plusieurs scénarios, puisque le jeu s'accompagne d'un petit livre. Vous pourrez choisir différentes missions, différents scénarios. Votre victoire ou votre défaite pourra impacter dans la suite du scénario les prochaines parties. Donc de ce point de vue-là, c'est quand même un jeu assez intéressant, assez riche, avec une très forte rejouabilité, puisque vous pouvez choisir différents véhicules. Là, je n'ai pas encore vraiment abordé la thématique. C'est un jeu qui vous place dans un univers un petit peu à la Mad Max, comme vous l'avez compris en regardant les illustrations qu'on a vues ici. Très, très, très Mad Max. Vous avez un véhicule, vous choisissez également un personnage en début de partie, ce qui vous permettra différentes combinaisons, comme je le disais tout à l'heure. Et puis, vous allez être pourchassé par tout un tas d'ennemis avec eux-mêmes des véhicules plus ou moins, comment dirais-je, costauds, plus ou moins résistants. Ils vont vous mener à la chasse. C'est un peu La mort aux trousses. D'ailleurs, je crois que c'est le titre en français, en gros. Hein, je l'ai vu un peu plus là dans la page. D'ailleurs, attention, pour les pledges en français, c'est disponible, mais il faudra passer par la page de Renegade Games en français, je crois. On ira voir ça un petit peu plus bas dans la page de Kickstarter. Et pour en revenir au gameplay, parce que j'ai coupé un petit peu en attendant pour reparler du thème, le gameplay, vous allez choisir un véhicule et un personnage qui aura ses propres compétences. Le véhicule, lui aussi, aura certaines différences par rapport aux autres véhicules. Vous pourrez tous les améliorer en cours de partie pour aller détruire les adversaires, bien évidemment, pour peut-être également pouvoir relancer vos dés, puisqu'il y a tout un système de lancer de dés et de pose de dés à la place des ouvriers. Vous allez attribuer vos dés à différentes cartes d'upgrade qui composent votre machine pour pouvoir effectuer certaines actions, comme par exemple rentrer dans les autres voitures pour chercher à les détruire. Pour ce qui est des pledge levels, on a plusieurs niveaux de pledge, il y en a même un paquet d'ailleurs. Le premier étant le plus simple à comprendre, à savoir le jeu plus l'extension Fallout pour 40 $, sachant que le jeu avec cette extension sera théoriquement à 65 $ une fois qu'il arrivera en magasin. 70 $, donc un ajout de 30 $ supplémentaires, vous permettra d'avoir un tapis de jeu, un playmat, plus des card sleeves, donc des sleeves pour toutes les cartes contenues dans le jeu. Donc ça fait quand même un ajout de 30 $, c'est assez conséquent. Et qui plus est, on va le voir par la suite, le tapis de jeu, le playmat, ici pour Raglan Run, n'a pas vraiment de grand intérêt. En tout cas, il n'en a aucun en termes de gameplay. Il n'y a pas d'emplacement spécifique sur le playmat pour pouvoir vraiment justifier de l'acquérir, si ce n'est vraiment le pimp your game, donc comment dirais-je, l'amélioration purement visuelle et un peu de confort également de jouer sur un playmat, mais au-delà de ça, c'est pas vraiment très intéressant ni très nécessaire. Vous avez aussi un pledge pour Warp's Edge uniquement. C'est-à-dire que ça ne contient rien de Raglan Run, c'est juste l'occasion de mettre la main sur l'ensemble du contenu proposé jusqu'à présent, y compris la nouvelle extension de Warp's Edge, mais ça n'a aucun rapport avec Raglan Run au final. Pour 90 $ au lieu de 130 en magasin, mais bien évidemment, il faudra ajouter les frais de port à tout ça. Ensuite, vous avez un pledge à 95 $ qui intéressera potentiellement les gens qui ont déjà Warp's Edge, puisque c'est un jeu, enfin c'est un pledge qui vous fournit l'ensemble de ce qu'on a vu précédemment pour ce pledge ici, le Get Wrecked, donc le tapis de jeu, les sleeves, le jeu plus son extension, auquel s'ajoute la nouvelle extension de Warp's Edge, mais c'est à peu près tout en termes d'ajout. Mais bon, c'est toujours intéressant pour ceux qui ont Warp's Edge en anglais. Attention, sur cette page, il faudra passer, je rappelle, sur la page française pour pouvoir l'obtenir en français. Et puis ensuite, vous avez le 175 $ au lieu de 235 en magasin pour le Wreck Everything, qui vous permet d'économiser 60 $, mais par contre, c'est tout en anglais, hein, bien évidemment, pour voir l'ensemble de Warp's Edge et l'ensemble de la campagne de Raglan Run également. Donc ça fait un petit peu cher, mais ça fait quand même une économie au final. Alors, qu'y a-t-il dans la boîte elle-même? Alors, on a 4 véhicules qui sont, comme vous pouvez le voir déjà, un petit peu différents les uns des autres et tout à fait améliorables avec des cartes. On a des cartes de destruction, on a des cartes d'upgrade pour vos véhicules, des cartes comment dire, de composants de vos véhicules pour les améliorer également, des cartes d'ennemis qui auront eux aussi leurs dés spécifiques,
les 4 cartes de pilote qui auront chacun leurs compétences. Et ensuite, on a 7 enveloppes, puisque c'est un jeu qui est en semi-legacy, on pourrait dire en campagne plutôt qu'en legacy. Le matériel n'est pas destructible, il est réutilisable d'une partie à l'autre, donc une très très forte rejouabilité. Ensuite, on a des gemmes rouges et des gemmes oranges, les rouges étant beaucoup plus rares a priori. On a un petit marqueur de tour et puis tout un tas de petits dés à aller à poser sur les différentes parties de votre véhicule ou les véhicules ennemis également. On a donc l'extension Fallout, ce qui vient accompagner le jeu directement dans la campagne, qui s'accompagne lui-même d'ailleurs d'un livre de campagne supplémentaire qui ajoute, je lis en anglais, qui ajoute 3 chapitres supplémentaires à la campagne, 4 nouvelles enveloppes également, 3 nouveaux boss, ainsi que des nouveaux pilotes. Où sont-ils les pilotes? C'est ceux-là, je crois, hein, 2 nouveaux pilotes, peut-être des nouveaux véhicules, je ne sais pas. Ouais, bref, je ne trouve pas. Si c'est ici, 2 nouveaux pilotes, 2 nouveaux véhicules, 6 nouvelles upgrades, donc 6 nouvelles améliorations, 9 nouvelles parties de véhicules, nouveaux composants de véhicules, dirons-on, 9 nouvelles cartes d'ennemis, 3 nouveaux boss, des nouvelles gemmes toxiques, celles-ci. Bien sûr, ici, on vous stipule que les composants ne sont pas dans leur version finale, ça sera certainement un peu plus joli au final. Donc, c'est une extension qui vient rajouter encore un peu plus de gameplay, de rejouabilité, donc vraiment intéressant, d'autant qu'elle est fournie de base dans la campagne, donc il n'y a pas à cracher dessus non plus. Je vais passer rapidement sur Warp's Edge, parce que ce n'est pas la campagne dédiée à Warp's Edge, même si c'est une nouvelle extension qui est présentée durant la campagne exclusivement, même si on la retrouvera plus tard en magasin, mais elle est présentée dans la campagne pour la première fois. Mais disons que ce n'est pas le jeu dont la campagne est le sujet, donc je ne vais pas passer trop de temps. Je pense que les personnes qui connaîtront Warp's Edge pourront s'y pencher par eux-mêmes. Ça vous ajoutera de nouveaux skills, donc de nouvelles compétences, de nouveaux vaisseaux également qui seront disponibles, ensuite de nouvelles cartes, mais j'avoue que là je me suis très peu penché sur son cas parce que je connais assez mal le jeu, je ne le connais que de nom, mais c'est encore un de ces jeux de Renegade Games qui est exclusivement solo. Ensuite, vous avez un petit peu le how to play, on vous explique comment jouer avec donc la répartition des différents dés que vous allez jeter en fonction de vos compétences, vous allez placer sur les différentes améliorations, sur les différentes parties de votre véhicule, les roues, le moteur, les armes qui seront posées sur votre véhicule pour détruire tous les véhicules qui vous entourent et qui vous font la chasse, en gros, hein. Ensuite, il y aura donc le livret de campagne qu'on a ici d'ailleurs, qu'on voit ici présent, qui vous proposera différents niveaux de complexité et aussi à chaque fin de mission, enfin de partie, des embranchements. Si vous gagnez, vous aurez un niveau de complexité certainement un petit peu plus élevé, un embranchement d'histoire un petit peu différent, et au contraire, si vous perdez, vous irez vous orienter vers un embranchement différent, avec peut-être un peu plus de simplicité, allez savoir. Les règles sont déjà disponibles ici, mais vous pouvez également les trouver en français, si je ne me trompe pas, si je me rappelle bien, un peu plus bas dans la page, on ira voir plus tard. En add-on, vous pouvez ajouter ainsi indépendamment le playmat pour 20 $ ou les sleeves pour 20 $ également. Sachez qu'il y a quand même 225 sleeves à l'effigie du jeu avec des dos différents pour chacun des types de cartes, donc les améliorations, votre véhicule, les cartes d'ennemis, etc. Le playmat, vous le voyez ici, en fait, hein, on le disait tout à l'heure un peu plus tôt, enfin je dis on, alors que ça ne s'agit que de moi. Je suis un petit peu, comment dirais-je, Alain Delon, je parle de moi à la troisième personne. Vous le voyez ici, il n'a pas grand intérêt en termes de gameplay pur, il n'y a pas d'emplacement spécifique, poser les cartes ennemies là, ici, non, rien du tout. C'est juste purement du confort de jeu, et puis l'aspect visuel qui vient renforcer peut-être un tout petit peu l'immersion, mais honnêtement, en termes de gameplay, ça n'a pas grand intérêt. J'irais même jusqu'à dire aucun intérêt, mais c'est vrai que ça fait plus classe d'avoir un playmat avec une direction artistique, comment dirais-je, cohérente avec le reste du jeu. Mais vraiment pas très nécessaire. Ensuite, vous pouvez ajouter des add-ons pour Warp's Edge, le jeu de base, sa première extension, son playmat, et ainsi de suite. Pas de stretch goals durant la campagne. On aime ou on n'aime pas. C'est vrai que les stretch goals, c'est un petit peu excitant. Ça fait suivre un petit peu la campagne de manière un peu plus assidue. On passe un petit peu tous les jours ou pas, enfin, un peu plus régulièrement pour voir où en est l'évolution de la campagne, qu'est-ce qu'on a débloqué, etc. Mais c'est aussi une position de choisir de ne faire aucun stretch goal, de dire vous avez tout d'entrée de jeu, vous prenez ou vous prenez pas, vous savez ce à quoi vous attendre d'entrée de jeu. Ça se défend aussi, à mon avis. Ensuite, bon, ça n'a pas grand intérêt. Les reviews, on passe assez rapidement pour aller voir directement les frais de port qui sont ici. Alors, les frais de port pour la France, alors Belgique, France métropolitaine, c'est le groupe 3, donc ce sera du 20 $ si vous voulez le pledge de base, 23 si vous voulez Get Wrecked, donc avec le tapis de jeu, etc. Et ensuite, il y a les pledges supplémentaires pour tout ce qui concerne Warp's Edge,
etc. Donc, ce sera en gros pour votre zone 20, 23, 20, 25, 28 en fonction du pledge que vous allez choisir. Et donc, je le disais tout à l'heure également, la version française est disponible. Il faudra que vous alliez cliquer ici, la mort aux trousses, pour avoir pardon, la version française. Donc, cliquez ici comme c'est indiqué et ça vous emmènera directement vers la page de Renegade France. Alors que là, j'ai visiblement un petit problème de connexion parce que ma femme est en train de manger de la bande passante en jouant au réseau à Pokémon avec une copine. J'en profite pour picoler un petit peu, c'est de l'eau. Avant-première, La mort aux trousses, 10 jours avant la fin. Alors donc, on vous montre ici que en version française, si vous prenez la livraison en France pour la version française, ça vous coûtera bien moins cher, comme vous pouvez le voir, puisque ce sera 8 € pour la boîte de base, plus l'extension toxique. Donc c'est quand même vraiment abordable pour ce qui est de la zone France métropolitaine, Belgique, Benelux en gros, Suisse, Canada. Donc vraiment beaucoup plus intéressant. Et si vous prenez le pack numéro 2, donc avec le tapis de jeu plus les sleeves, des protège-cartes, ça vous fera 10 €. Donc vraiment, en termes de frais de port, c'est quand même très très abordable. C'est quand même assez sympa qu'ils nous proposent ça du côté de chez Renegade Games en collaboration avec Ori Games, que vous voyez ici. Donc c'est une offre quand même plutôt alléchante pour tous les gens dans la sphère francophone. Et donc n'allez pas trop regarder ici les prix pour la zone France ou Belgique. Si vous voulez la version française, il sera bien plus intéressant d'aller choper la version en français. Par contre, si vous voulez vous contenter de la version anglaise pour une raison qui est la vôtre, eh bien, vous pouvez tout de suite aller jeter un œil sur ce tableau récapitulatif, mais c'est moins intéressant en termes de frais de port. Et pour ce qui est de la TVA, il n'y aura pas d'ajout de TVA, c'est inclus déjà. Donc là encore, un gros plus en termes de prix. Donc vraiment, je suis tenté, la tentation me guette, et c'est pour ça aussi que j'aurais tendance à vouloir mettre le petit coup de cœur de la semaine, mais ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas mis, que maintenant j'hésite à le mettre, parce que j'ai l'impression que maintenant il faut vraiment un truc énorme pour pouvoir le mettre. Donc bon, j'irai pas jusqu'à dire que c'est un jeu coup de cœur non plus, mais ça me semble être une expérience solo assez riche, avec une forte rejouabilité dans un univers qui, moi, m'attire pas mal, tout ce qui est l'univers un petit peu Mad Max post-apocalyptique. Ça fait partie des choses qui m'intéressent pas mal, qui m'attirent pas mal. La direction artistique est soignée, ça vient d'un auteur assez reconnu, notamment pour ses jeux solo. Je pense qu'il y a moyen que j'y aille, mais comme vous l'avez vu peut-être dans le tableau récapitulatif, même si je n'en ai pas parlé, les frais de port pour le Japon sont très très salés. Donc si jamais j'y vais, il faudra passer éventuellement par la famille et un éventuel colis un jour, ou peut-être un voyage un jour pour aller les récupérer. Donc ce ne sera pas pour tout de suite. Mais bon, je suis quand même pas mal tenté par Recklin Run. On verra si j'en serai ou non. En tout cas, 1800 contributeurs sont déjà sur le projet et on a déjà accumulé près de 125 000 $, donc un très très joli succès pour Recklin Run, qui va certainement aller chercher plus de 2500, peut-être même 3000 contributeurs d'ici la fin de la campagne. Donc très beau succès pour eux, Recklin Run. On enchaîne sur Rolling Heights, le nouveau jeu de John Declare, monsieur card crafting, le monsieur qui vous fait des cartes transparentes et qui vous les fait ajouter dans des petites pochettes pour créer des cartes et tout un tas de combos imaginables. Il avait fait notamment Dead Reckoning, ou on avait vu d'autres jeux d'ailleurs de lui, Cubitos par exemple, Space Base entre autres, Mystic Veil qui n'est pas mentionné ici alors que ça fait partie des jeux les plus populaires de cet auteur. Bref, donc Rolling Heights vous permet de construire votre ville. C'est un jeu assez ramassé en termes de durée de jeu, 60 minutes pour une partie, 14 ans et plus, pour 1 à 4 joueurs, donc vous l'aurez compris, avec un mode solo. Et c'est un jeu de construction de ville, assez basique en termes de thématique, mais pas dénué de, comment dirais-je, d'un certain sens, d'une certaine direction artistique plutôt soignée, qui sait se montrer assez attirante, avec des petits meeples que vous allez jeter, parce que oui, vous allez cette fois-ci jeter des meeples pour pouvoir ensuite choisir leur action, disons. C'est un mécanisme assez rare de pouvoir jeter des petits meeples et ensuite choisir l'action que vous allez effectuer. Vous le voyez ici avec le GIF. Vous les jetez dans une petite boîte. Ensuite, vous allez décider des différentes actions que vous pourrez effectuer, choisir un emplacement dans la ville avec les différents petits carrés que vous voyez ici pour aller y placer les fondations d'un bâtiment que vous allez ensuite potentiellement apposer, construire des améliorations de bâtiments pour que la tour soit de plus en plus grande, etc., en utilisant les différentes compétences qui sont à votre disposition et qui seront certainement légèrement asymétriques au cours de la partie. Vous allez certainement vous différencier de plus en plus. Mais au-delà de ça, j'avoue que je n'ai pas énormément suivi, je n'ai pas lu les règles du jeu, donc
Je m'y connais assez peu parce que j'avoue que le projet m'intéresse pas outre mesure, même si les city builders, ça a son charme, mais je sais pas, c'est pas un jeu qui m'attire outre mesure. Vous pouvez d'ores et déjà aller checker les règles ici en anglais, pas en français pour l'instant, ainsi que les règles du solo. Ensuite, on passe aux différents niveaux de pledge. En fait, le différent, il y en a qu'un seul, donc ça ira très vite. On est sur un pledge unique, ce qui est toujours un truc appréciable également. Ça évite de prendre 3/4 d'heure pour présenter les 50 niveaux de pledge différents. Ici, il n'y en a qu'un. 59 $, un jeu relativement abordable, contre 79 $ une fois en magasin. Donc toujours, on fait ce petit équilibre entre le coût de la campagne auquel s'ajoutent les frais de port pour que ça puisse être relativement intéressant pour pouvoir justifier l'achat durant la campagne plutôt que d'attendre le jeu en magasin, puisque de toute façon c'est un jeu AEG, Alderac Entertainment Game, je crois, un truc comme ça. Donc ça arrivera en magasin. Probablement en français aussi, d'ici peu, hein, j'imagine. Pour l'instant, la campagne, je crois qu'elle n'est qu'en anglais. Je n'ai pas souvenir d'avoir vu une version française pour le moment en tout cas. Donc 59 €, disais-je, 59 $ plutôt d'ailleurs, donc un petit peu moins en euros, certainement 55 € environ, pour donc le plateau central de scoring, en gros. Ensuite, 6 tuiles, enfin 6 plateaux de quartier, de neighborhood, donc de quartier double face, pour une plus grande rejouabilité, j'imagine. Ensuite, on a deux espèces de vignettes en carton pour le marché, puisque vous aurez acheté des bâtiments, comment dirais-je, des plans pour votre bâtiment, des actions, etc. Ensuite, vous avez tout un tas de tuiles de bâtiments avec, vous le voyez ici d'abord, les plans, comment dit-on ça en français, les blueprints, donc les plans des fondations en gros. Ensuite, vous aurez des wild tokens pour pouvoir vous obtenir certains cubes, comment dirais-je, vous pourrez choisir un cube librement en fonction de la couleur que vous souhaitez. Je ne sais pas en quoi les couleurs sont importantes, je n'ai pas lu les règles encore une fois, hein. 13 tuiles d'objectifs. Ensuite, on aura des tuiles de publicité apparemment, qui viendront vous apporter, j'imagine, des conditions spécifiques de scoring de fin de partie. Ensuite, tout un tas de petits cubes de propriété apparemment, ownership markers, donc ce sont des marqueurs de, comment dirais-je, de propriété, donc j'imagine que ce sera une couleur par joueur. D'ailleurs, ça correspond aux différents cubes, aux différents petits tokens de joueurs. Ensuite, vous aurez des petites boîtes qui en fait correspondent à des bâtiments visuellement et dans lesquels vous ferez vos jets de meeple, puisque oui, vous allez jeter vos meeples violemment contre des murs. C'est pas très amical, mais ça fait partie du jeu. Et ça fait aussi un petit peu gimmick, mais c'est assez amusant, on voit assez rarement ce genre de choses. Ensuite, tout un tas de meeples, ce sont les mêmes meeples que vous allez justement jeter dans les boîtes, avec donc, des meeples de différentes couleurs en quantités différentes, donc il y aura certains meeples plus rares que d'autres. Vous voyez par exemple ici les pink meeples, les meeples roses, qui seront au nombre de 7 contre par exemple 16 transparents ou 13 bleus par exemple. Et j'imagine qu'ils auront certaines compétences, certaines actions disponibles qui seront disponibles seulement pour les roses et pas pour les verts et pas pour les bleus, etc. Ensuite, vous avez tout un tas de cubes qui, eux, seront utiles pour la construction de bâtiments, parce qu'en fait, vous le voyez, il y a un petit espace qui vous permettra de ajouter un cube par-dessus un autre pour qu'il s'emboîte efficacement. Et vous avez toutes les couleurs, là encore, avec là encore une certaine question de, comment dirais-je, de répartition de quantité un petit peu spécifique, puisque par exemple, les oranges seront bien plus rares que les autres. Alors, pour certaines raisons que j'ignore, hein, j'ai pas été fouillé plus que ça. Vous avez ensuite le solo game qui vous proposera 6 tuiles supplémentaires ainsi qu'un dé. Et c'est à peu près tout ce dont vous aurez besoin, j'ai l'impression, pour jouer le jeu en solo. Ensuite, le livret de règles, rien de spécial à ce propos-là. Et puis ensuite, on aura aussi quelques petits Kickstarter bonus, des petits bonus exclusifs à la campagne, qui seront d'une valeur de 10 $. Ça vient là encore ajouter un petit peu de valeur et une justification supplémentaire au pledge via Kickstarter plutôt que l'attente en magasin. C'est un petit bonus qui s'accompagnera d'un petit jeu, un mini-jeu en fait avec Donkey Kong, enfin avec l'équivalent de Donkey Kong, non pas de Donkey Kong, King Kong, excusez-moi, je dis n'importe quoi. J'ai eu des réminiscences de la Super Nintendo là, avec 5 tuiles de bonus, 5 tuiles supplémentaires, dont une qui fait un petit hommage à un jeu précédent du même auteur, à savoir Cubitos. Ensuite, le mini-jeu avec Donkey Kong, pas Donkey Kong toujours, j'ai du mal, hein, King Kong est présenté ici, mais bon, je ne vais pas rentrer non plus dans les détails. Pour le shipping, alors attention, le shipping n'inclut pas la TVA, celle-ci sera ajoutée durant le Pledge Manager. Si vous êtes en Europe, ce sera du 19 $, ainsi que la Suisse également, ou le Liechtenstein d'ailleurs, qui ne font pas partie de l'UE, mais qui sont inclus dans la même zone. Donc 19 $ de frais de port. Le Canada, 17. Et nous qui sommes en Asie, ce serait 25, donc pas très très différent au final. Ensuite, ma foi, je crois que c'est à peu près tout.
Je crois que j'ai fait à peu près le tour, oui. Pour ce qui est de Rolling Heights, ce petit jeu avec une sorte de gimmick assez amusant de lancer des meeples dans un bâtiment avec différents meeples qui vous permettent différentes actions. Ça a l'air assez intéressant sur le papier. En plus de ça, John D. Clair est quand même un auteur relativement connu maintenant, relativement gage de qualité également en règle générale, qui fait déjà un assez joli score avec 1720 contributeurs à 12 jours de la fin de la campagne et près de 100 000 $ d'accumulés. Donc c'est plutôt un assez joli résultat, même si on pense, enfin, même si on peut imaginer, même si on aurait pu imaginer un départ un petit peu plus en fanfare, mais c'est une semaine assez lourde en projet, assez intéressant. Donc ça peut se justifier aussi par là, mais je pense qu'ils iront quand même chercher les 3000 contributeurs assez facilement d'ici la fin de la campagne. Donc voilà pour Rolling Heights, un nouveau jeu de John D. Clair de chez AEG. On continue sur Unfair avec une nouvelle extension, la seconde extension de Unfair, le jeu dans lequel vous allez construire votre parc d'attractions avec une énorme rejouabilité du fait des nombreuses extensions, enfin des nombreuses mini-extensions, parce qu'en fait il y a 2 extensions qui chacune incluent 4 nouveaux thèmes possibles pour vos parcs. C'est un très joli succès déjà, hein, avec 2500 contributeurs à 12 jours de la fin de la campagne, et on est déjà à 140 000 $ d'accumulés pour cette nouvelle extension qui inclut cette fois 4 nouveaux thèmes, à savoir les comic books, les hackers, les kaiju, qui sont ces grosses bêtes qui viennent du folklore un peu japonais, comme par exemple Godzilla, et finalement Ocean, donc des animaux marins. Attention aussi, gros point à mettre à leur crédit, le shipping, les frais de port sont gratuits pour les USA, pour l'Australie, pour le Canada et pour le Royaume-Uni. Alors là, quand je vous dis ça, vous vous dites oui, mais pas pour l'Europe. Oui, mais même pour l'Europe et même d'ailleurs pour le Japon, les frais de port sont vraiment minimes. Donc vraiment campagne intéressante de ce point de vue-là. Et en plus de ça, le jeu s'accompagne cette fois-ci d'un mode solo qui n'était jusqu'à présent pas disponible, puisqu'à la base c'est un jeu pour 1 à 5 joueurs, si je me souviens bien. J'avais vu les informations, et si voilà, c'est ça, 1 à 5 joueurs. À l'origine, c'était 2 à 5. Désormais, 1 à 5 joueurs, vous pourrez jouer le jeu en solo. Il a généralement de bons retours, surtout depuis l'arrivée de la première extension. C'est un jeu qui vous prend quand même pas mal de temps si vous jouez à plusieurs, puisqu'en fait, le jeu va prendre en gros 25 minutes par joueur. Donc, si vous jouez à 2 joueurs, ça reste dans l'heure de jeu. Par contre, si vous jouez à 5, ça peut rapidement aller taper l'heure et demie, voire les 2 heures. Pour 14 ans et plus, alors revenons un petit peu en tête de campagne. Voilà. Donc vous avez le jeu de base qui est ici, la première extension qui était pour les thèmes Alien, B-Movie, Dinosaur et Western, et cette fois-ci, donc cette nouvelle extension pour les comic books, les hackers, les kaiju et les océans. Donc vous allez créer votre parc à thème, votre parc d'attractions, avec des mécanismes relativement connus, hein. C'est du tableau building, c'est du set collection, avec tout un tas de combos à imaginer, puisque vous allez essayer de comboter les différentes attractions entre elles pour pouvoir bénéficier de différentes compétences, de différents effets en fonction des différentes cartes que vous allez chercher à acquérir, sachant que vous pourrez également améliorer certaines de vos attractions, pardon. Vous aurez également différents événements qui viendront impacter la partie, et ça fait partie aussi d'ailleurs, comment dirais-je, du sel du jeu, puisque le jeu apparemment porte bien son nom, Unfair, puisque certains des événements vont venir complètement péter la partie, vont venir vraiment emmerder vos adversaires. Vous pourrez déclencher des combos et vraiment aller pourrir les parcs de vos adversaires. Donc si vous n'êtes pas fan du take that, du prends ça dans ta tronche, c'est pas forcément un jeu pour vous. Au-delà de ça, vous pouvez le voir notamment les différentes illustrations ici. C'est un jeu qui bénéficie d'une direction artistique vraiment très soignée, avec différents illustrateurs très connus dans le milieu, tels que par exemple Mr. Cuddington, qui, comme son nom ne l'indique pas, est un couple en fait, mais qui produit différentes illustrations pour des jeux de renom. Et chaque carte a une illustration qui lui est propre. Donc vraiment énormément d'illustrations. C'est un jeu très riche, visuellement parlant, et qui, comme je le disais tout à l'heure, s'accompagne désormais d'un mode solo que vous entreapercevez ici. Ensuite, bon ça on s'en fout, c'est le jeton de premier joueur dans la version améliorée. C'est l'occasion également de prendre bien entendu la version du jeu de base ainsi que la première extension. Ça vous coûtera 49 $ et 35 $ pour la première extension, et 40 $ pour cette seconde extension qui est un petit peu plus chère que la première, certainement parce qu'elle vous propose cette fois-ci un mode solo qui n'était pas présent dans l'extension précédente, en gros. Donc ça ajoute ça de plus en termes de gameplay, donc ça justifie, je pense, les 5 $ de plus. Après, vous me direz, ça fait un total quand même à plus de 100 $, certainement plus de 120 $, je n'ai pas le calcul en tête, mais je rappelle que le shipping, les frais de port sont gratuits, ou en tout cas vraiment amoindris dans quasiment toutes les zones du monde. Donc ça reste quand même assez intéressant.
Les nouvelles thématiques que vous pourrez appliquer à votre parc à thème. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, le comic book. Donc, c'est un des thèmes que vous pourrez aborder dans cette nouvelle extension. Les thèmes seront, comment dirais-je, vous pourrez les moduler d'une partie à l'autre. Vous pourrez utiliser par exemple comic book avec un autre thème de la première extension, par exemple. Donc, il y a vraiment une forte rejouabilité dans ce jeu apparemment. Alors donc, comic book avec donc les différents héros, les différents staffs que vous pourrez intégrer également ici. Vous avez de nouveaux staffs comme l'interne par exemple, qui sera apparemment facilement renvoyable pour pouvoir engager une nouvelle personne dans le staff en contrepartie, etc. Bref, tout un tas de nouveautés en termes de staff, en termes d'attraction également. On a également des cartes qui sont susceptibles d'aller péter le jeu, mais ça, ça fait partie de Unfair. C'est un jeu, un de ces nombreux jeux en fait, et ça fait partie des trucs que j'aime beaucoup en termes de mécanisme. C'est-à-dire que vous avez un set de règles assez simple, mais dans le tas, vous avez aussi des cartes qui viennent péter certaines règles du jeu et qui viennent vous permettre de contourner certaines règles. Et ça fait partie des mécanismes que j'aime beaucoup dans les jeux. Deuxième mécanisme, enfin deuxième nouvelle thématique de parc possible, ce sont les hackers. Vous allez pouvoir ajouter des hackers dans vos parcs, certainement aussi encore plus de take that possible, donc encore plus de petits coups de pi que vous pourrez aller infliger à vos adversaires durant la partie. Ensuite, vous aurez aussi des kaiju qui viennent ajouter un mécanisme particulier, puisque vous aurez des dés à aller appliquer aux adversaires, enfin pas aux adversaires, mais aux kaiju qui sont potentiellement capables d'aller détruire vos attractions et bien évidemment foutre le dawa dans votre parc à thème. Mais également, ça s'accompagne de tout un tas de nouvelles cartes, bien évidemment, telles que des roquettes de défense de votre parc. Parce que oui, un parc d'attractions n'est jamais complet s'il n'a pas des roquettes pour le défendre de différents kaiju susceptibles de l'attaquer. Vous aurez même des pyrotechniciens pour certainement envoyer également des roquettes sur la tronche de ces fameux kaiju. Donc chaque extension vient intégrer de nouveaux membres du staff, de nouvelles cartes, de nouveaux mécanismes également. Donc de ce point de vue-là, encore une fois, je le rappelle, vraiment une grosse rejouabilité dans ce jeu, une grosse variabilité, une grande modularité. Et finalement, dernière extension qui semble bien plus, comment dirais-je, simple, basique en termes de thématique, c'est l'extension Océan. Là, oui, c'est un petit peu plus calme. Vous aurez juste un côté un petit peu zoo de votre parc à thème cette fois-ci, avec différents animaux que vous pourrez ajouter, ainsi que différents membres de staff, y compris des sirènes, parce que pourquoi pas. Mais je doute que cette nouvelle extension soit aussi innocente qu'elle semble être sur le papier. J'imagine qu'il y aura aussi des take that, des prends ça dans la tronche supplémentaires et également dans cette extension, il ne faut pas se leurrer. Alors donc, il parle ici de la flexibilité, hein, vous pourrez mélanger certaines des extensions, certaines des thématiques présentes dans les deux extensions au cours de vos parties. Vous pourrez les mélanger pour avoir vraiment une énorme rejouabilité. On mentionne ici 91 paires de parcs à thème différentes et plus de 2000 combos possibles selon les combinaisons de thèmes que vous allez choisir et ainsi de suite. Donc vraiment un gros plus pour ce jeu, cette rejouabilité assez énorme. D'autant plus que dans la campagne, bon, je ne sais plus où exactement, mais il mentionne qu'il y a encore 2 ou 3, je crois, extensions à venir, peut-être un peu plus d'ailleurs. Il veut faire une extension pour chaque lettre de l'alphabet. Parce qu'en fait, si vous regardez bien ici, par exemple, vous avez le CHKO. La première extension, c'était A, B, D, W. Ils veulent faire un module pour chaque lettre de l'alphabet. Donc, on s'attend certainement à 2, 3, 4 nouvelles extensions par la suite encore. Donc, c'est vraiment un jeu qui va vous coûter cher, certes, mais il y aura une forte rejouabilité si tant est que vous appréciez ce type de jeu, donc de tableau building, de set collection, mais également de coups de pute susceptibles de vous faire perdre des amis. Voilà. Donc, soyez prévenus, c'est un jeu qui, bon, propose, comment dirais-je, des coups en douce, des coups bas, de la trahison dans tous les sens, pour éviter le mot coup de un petit peu vulgaire que j'ai utilisé un petit peu trop d'ailleurs aujourd'hui. Alors ensuite, le solo mode vous est présenté ici, mais je ne vais pas trop parler non plus de ça en détail. Sachez juste que vous pourrez désormais jouer en solo. Ensuite, sachez également que la campagne n'est pas présente en français. Pour l'instant, le jeu n'existe pas en français. Donc, bon, ça c'est dommage pour l'instant. Mais si vous n'êtes pas trop récalcitrant envers la langue de Shakespeare, c'est un jeu qui a l'air assez intéressant pour se pencher sur son sujet. Il y aura également tout un tas de petits add-ons, notamment des playmats dans tous les sens, ou une sorte de, comment dirais-je, de ticket en métal pour le premier joueur, mais qui n'a pas un grand intérêt en termes de gameplay, bien évidemment.
Les playmats ne sont pas nécessaires non plus, c'est juste du confort de jeu, mais ça peut revenir très, très cher au final si vous prenez tout. Il y a aussi, une sorte de séparateur pour les différents, comment dirais-je? Les différents thèmes que vous pourrez appliquer à votre carte pour ranger les différents paquets selon leur thème. Donc ça, c'est plutôt agréable, mais ça coûte 17 $ de plus. Et ma foi, on peut passer directement au prix du jeu parce qu'en fait, je l'ai passé peut-être un peu trop rapidement. Le jeu, tout à l'heure, je vous le disais, hein, l'extension, c'est 40 $ et si vous voulez la totale, c'est donc 124 $. Vous avez un pledge à 124 $ pour la totale de Unfair, le jeu de base, plus la première extension, donc A, B, D, W et cette nouvelle extension, c'est HKO. Et donc les frais de port, c'est là qu'on entre dans une zone un petit peu complexe parce que ça dépend vraiment des zones dans lesquelles vous vous situez. Alors la zone avec la Belgique et la France, c'est la zone numéro 3. Alors zone numéro 3, c'est ici. Alors si vous voulez donc le jeu de base, c'est gratos. Enfin, les frais de port sont gratos, pas le jeu, hein. Si vous voulez la première extension, c'est gratos également. Si vous voulez la nouvelle extension, c'est 8 $. Donc vraiment, en termes de frais de port, ils se mettent bien. Et enfin, en tout cas, ils nous mettent bien. Ils se mettent certainement pas très bien eux-mêmes. Ça leur coûte certainement pas mal d'argent de faire ça, mais commercialement, ça peut se justifier pas mal à mon avis. Et donc, si vous prenez l'extension CHKO, ABDW et le jeu de base, finalement, pour l'Europe, ça vous coûtera 8 $. Donc, c'est vraiment pas très cher en termes de frais de port. Et en plus de ça, la TVA, je crois que... euh, oui, si, vous aurez la TVA, excusez-moi, je me suis trompé. Vous aurez la TVA si vous êtes dans la zone Europe, donc il faudra ajouter la TVA en plus dans le Plan Manager. Certes, il y a ça de plus, mais quand même, les frais de port sont vraiment, vraiment intéressants. Donc, c'est quand même un truc à prendre en compte. Et chose assez rare, nous qui sommes dans la zone 2, on aura même des frais de port un petit peu moins chers que vous. Alors, pour autant, j'en ai beaucoup parlé de ce jeu, je pense que j'ai pris plus de 10 minutes pour en parler, mais est-ce qu'il m'intéresse? Alors, oui et non. La direction artistique est vraiment très soignée. Le thème, bon, création de parcs à thème, de parcs d'attractions, c'est pas forcément le truc sur lequel je me pencherai en premier lieu, mais c'est pas un truc envers lequel je suis récalcitrant. Ça pourrait théoriquement me plaire, mais je doute que dans notre groupe, ça attire tellement les joueurs. Je sais que Xavier, ça ne l'attire pas du tout, par exemple, et du coup, ça influence beaucoup mes choix, même si les frais de port sont intéressants. Et au-delà de ça, c'est vrai que le jeu, si vous voulez la totale, en tout cas de ce qui est proposé pour l'instant, parce que je l'ai dit tout à l'heure, il y aura de nouvelles extensions par la suite, ça fait quand même 124 $ le pledge, c'est quand même assez chéro, même si nous, au Japon, nous n'avons pas la TVA. Donc, a priori, je vais faire l'impasse sur Unfair, même si le jeu a l'air assez intéressant et a l'air d'avoir une certaine rejouabilité indéniable en fonction des extensions et des différents combos que vous allez choisir, des différentes combinaisons, devrais-je plutôt dire, entre les différentes extensions possibles. Donc voilà pour Unfair, assez attirant malgré tout, mais je vais faire l'impasse. 2530 contributeurs à 12 jours de la fin de la campagne, et on est déjà à près de 150 000 $ de engrangés durant la campagne pour l'instant. Dernier jeu de la semaine, il s'agit de Deep Rock Galactic. Énorme succès, vous le voyez, ça n'arrête pas de défiler. On ne peut pas s'arrêter, je ne peux pas vous dire un chiffre précis. À l'heure actuelle, 12 500 contributeurs environ. On va arrondir un petit peu au supérieur. 12 500 contributeurs à 19 jours de la fin de la campagne. C'est un énorme succès avec déjà plus d'1 500 000 € d'accumulés. C'est assez fou. C'est assez fou si on ne connaît pas la licence, en fait. Parce que j'avoue que moi, je ne connaissais pas du tout, mais ça nous provient apparemment d'un jeu vidéo. Alors ici, ça nous vient de Mood, qui a déjà 5 projets à son actif. Je ne connaissais pas du tout cet éditeur qui nous vient du Danemark, apparemment, et qui avait précédemment quasiment bossé que sur un jeu intitulé Fall of Gods, avec 2 extensions par la suite, qui n'avait pas fait des scores énormes, hein, honnêtement. 1600, c'est pas mal. 700 et 600, donc plus les extensions arrivent, moins il y a de backers, ce qui n'est pas forcément très bon signe. Et ils avaient aussi fait Brimstone, qui avait fait à peine 460 contributeurs. Et là, tout à coup, ils pondent un jeu à licence de jeu vidéo, puisque c'est un jeu vidéo à la base, Deep Rock Galactic, dont je ne connais absolument rien. Et cette fois-ci, ils pètent tous les scores avec 12 500 contributeurs en moins d'une semaine. Donc, énorme succès. J'imagine que le jeu vidéo est assez populaire pour justifier ce nombre de backers assez fou pour un jeu de 1 à 4 joueurs en coopération dans lequel vous allez incarner une équipe de nains intergalactiques qui va partir en fait miner, parce que bien évidemment ce sont des nains, donc évidemment qu'est-ce qu'ils peuvent faire autrement que miner des grottes, des cavernes. Sauf que là, bon, ce sont des nains intergalactiques, donc ils vont partir à la conquête de planètes
autres pour aller faire la même chose que ce qu'ils font déjà en fait dans les différents mondes de fantasy dans lesquels on les a placés jusqu'à présent à travers l'histoire. Jeu pour 1 à 4 joueurs, disais-je tout à l'heure, en coopération pour 12 ans et plus, avec des parties comprises entre 60 et 150 minutes, donc en gros entre 1 à 2 heures et demie, donc ça peut être potentiellement assez long. Alors, c'est un jeu qui reprend graphiquement vraiment la charte du jeu vidéo, hein, avec des nains qui auront chacun des compétences particulières. Vous le voyez d'ailleurs, ils n'ont pas les mêmes armes. Il y aura un ingénieur, il y aura une sorte de tank pour protéger les autres. Il y en aura un qui sera ingénieur, donc qui sera peut-être plus à même d'aller débloquer des améliorations, peut-être libérer certains chemins, puisque vous le voyez ici, hein, ce sera un jeu basé sur des tuiles hexagonales. Vous allez découvrir une grotte au fur et à mesure de votre exploration. Vous allez également miner la grotte en question pour en tirer des minerais, pour aller peut-être, j'imagine, les revendre, pour aller certainement aussi améliorer certaines de vos armes, certains équipements qui sont à votre disposition. Tout ça accompagné de nombreuses figurines. Vous aurez bien évidemment l'équipe des nains en figurines, mais également une version avec un tas de monstres en figurines. Alors, les monstres, dans le pledge de base, vous les voyez ici, ils sont en standees. Mais évidemment, le pledge est un petit peu plus accessible. C'est l'édition standard qui s'accompagne des miniatures uniquement pour l'équipe des nains, au nombre de 4 apparemment, pour 65 €. Ensuite, vous avez un pledge un peu amélioré, puisqu'en fait, il s'accompagne de tout un tas de miniatures pour les monstres, puisque bien évidemment, qui dit grotte dans un monde éloigné et inconnu, dit monstre en pagaille. Le bestiaire a l'air d'être assez varié, avec des monstres qui ont chacun leurs aptitudes particulières. Et ce pledge, par contre, il coûte un petit peu plus cher, bien évidemment. 110 €. C'est quand même une grosse différence. Certes, il y a 33 miniatures supplémentaires, mais au-delà de ça, est-ce que c'est vraiment très nécessaire? D'autant plus que les standees, au moins, sont en couleur, ce qui est quand même un plus, mais c'est vrai qu'en termes de présence sur table, avoir les miniatures, c'est quand même bien plus classe. Mais ça fait quand même une différence de donc 65 à 110, ce qui fait quand même 45 € de plus. Oui, c'est ça, 45 € de plus. Donc c'est quand même une différence assez marquée, mine de rien. Le reste, j'ai pas l'impression que ce soit très différent. Et ensuite, vous avez une version collector pour 153 €, donc vous ajoutez encore 43 € de plus pour tout ce qui a été vu précédemment, donc les personnages en miniature ainsi que les miniatures des différents monstres, auxquels s'ajoute un marqueur marqueur 3D qui représente une chope de bière. Alors, à quoi sert-elle véritablement? Je ne sais pas très bien. Plus une sorte de petite extension de miniature supplémentaire avec des insectes, enfin, ce qui s'apparente à des insectes qui crachent du goo, apparemment. Une sorte de liquide verdâtre, certainement toxique, j'imagine. Mais bon, au-delà de ça, il y a aussi et surtout un playmat pour accueillir toutes les tuiles hexagonales, ce qui est quand même un gros plus en termes de confort de jeu, même si encore une fois, ce n'est pas une nécessité, mais en termes de confort, c'est quand même très sympa, d'autant qu'il a l'air d'avoir tout un tas d'emplacements pour accueillir des tuiles notamment, donc c'est pas seulement visuel, c'est aussi en termes d'ergonomie un petit plus. Ensuite, on a des art prints, là par contre, aucun intérêt en termes de gameplay. Et on a même un tapis de souris. Donc là encore, quel intérêt en termes de gameplay? Aucun. Mais si on est fan du jeu, y compris du jeu vidéo, pourquoi pas, ça peut être assez sympa de pouvoir jouer à la version jeu vidéo avec un tapis de souris à l'effigie des personnages. Mais encore une fois, c'est pas très nécessaire. Par contre, en termes de confort, on a aussi des sleeves dans ce pledge, donc ça c'est assez intéressant. Et on a même des fichiers STL pour aller imprimer soi-même d'autres miniatures en doublon, par exemple, si on en veut plus. Ce qui est quand même un plus assez agréable pour, en tout cas, les détenteurs d'imprimantes 3D, ce qui n'est malheureusement pas mon cas. Mais au-delà de ça, ce n'est pas un jeu qui m'intéresse particulièrement. C'est clairement un dungeon crawler avec certaines petites variations, puisqu'il y a comment dirais-je, une dimension de, comment dirais-je, d'aller justement choper des ressources dans les différentes grottes que vous allez explorer, en plus des ennemis. Donc, ce n'est pas uniquement du dungeon crawler, mais ça s'y apparente quand même beaucoup. Donc, que disais-je? J'en étais au fichier STL, voilà. Ensuite, les composants, bah, vous avez un plateau pour chacun des 4 nains. Je crois qu'ils sont à double épaisseur, mais je ne saurais pas vous le dire. C'est marqué juste player board, c'est pas marqué double layers. Donc, bon, je ne saurais pas vous le dire, mais j'ai l'impression, en tout cas c'est peut-être visuellement une sorte d'impression optique, que c'est des plateaux à double épaisseur, ou peut-être qu'ils seront débloqués par la suite, mais j'ai l'impression que c'est déjà le cas, avec une dimension bien évidemment un petit peu asymétrique en fonction de, comment dirais-je, de la fonction qu'occupe, en fonction de la fonction, en fonction de, comment dirais-je, de la position occupée par le nain dans l'équipe.
avec, donc, disais-je, un scout qui pourra certainement explorer plus rapidement, par exemple, un driller qui pourra aller choper des ressources plus facilement peut-être, un gunner qui sera donc le tank de l'équipe, qui sera certainement celui amené à défourailler le plus d'adversaires, et puis un ingénieur pour certainement aller construire certaines passerelles et pour peut-être, j'imagine, aller améliorer les armes un peu plus rapidement, ce genre de choses-là. Donc une certaine asymétrie entre les différents personnages, même si je rappelle que c'est un jeu en coopération. Ensuite, les différents monstres en miniature, les différentes tuiles que vous pourrez apposer sur le tapis, si vous prenez le tapis, pour construire les cavernes en fait, que vous aurez à explorer. Plus de 100 cartes, avec notamment des cartes d'événements qui viendront impacter la suite de votre partie entre deux tours, tout un tas de tokens et des gemmes également, ainsi que de l'or, qui seront en fait toutes les petites ressources que vous pourrez aller collecter au cours de la partie, qui vous permettront notamment d'aller acheter des améliorations d'armes. Bon, la taille des miniatures, on s'en fout un petit peu, je vous laisse découvrir un petit peu tout ça. Ensuite, vous avez les personnages avec leurs différentes capacités, leurs différentes compétences asymétriques, bien évidemment, j'en ai déjà parlé un tout petit peu tout à l'heure. Les différents monstres avec, là encore, leurs spécificités, en quoi ils seront plus chiants ou moins chiants que d'autres, selon certaines conditions, par exemple. Mais on ne va pas passer trop de temps dessus. Les mécanismes, bon, vous l'aurez compris, c'est essentiellement de l'exploration avec du dungeon crawler, du fight face à des grosses bébêtes pas très amicales, des lancers de dés, bien évidemment, on est dans de la méritrage quand même. J'ai quand même l'impression que c'est du double épaisseur sur les plateaux, j'ai l'impression que les cubes rentrent dans des espèces de petites cases, donc c'est quand même pas mal. Ensuite, on aura de l'upgrade d'équipement, hein, via des armes notamment, grâce aux différentes gemmes que vous aurez trouvées jusqu'à maintenant. Vous pourrez utiliser vos compétences particulières pour construire des passerelles, pour dépasser des gouffres notamment, et ainsi de suite. Ensuite, les stretch goals, on passera dessus lors du suivi du menu crowdfunding quand ce sera le moment. Pour les add-ons, alors pour ceux qui ne voudraient pas la grosse édition hyper chère, vous pourrez quand même ajouter certaines extensions telles que l'extension miniature de Goo from Above pour 22 €, le playmat pour 22 €, le tapis de souris pour 17 €, un set de... Non, c'est les fichiers STL pour les nains pour 13 €. Bon, je ne suis pas très convaincu de l'intérêt vu que les miniatures des différents héros sont déjà fournies dans le pledge de base, mais bon, si vous voulez une copie supplémentaire pour la décoration ou pour vous entraîner à la peinture, etc., je ne sais pas. Je ne suis pas du tout peintre de miniatures, donc j'ai aucune connaissance là-dessus. Les fichiers STL pour les monstres également, et ainsi de suite. La version française est disponible, je ne l'avais pas encore précisé, mais de toute façon, vous aurez déjà vu le drapeau en début d'intervention, en début de présentation de Deep Rock Galactic. La version française est d'ores et déjà disponible, même si j'ai l'impression que... Oui, il faut certainement cliquer ici pour aller la découvrir. Est-ce que la version en français est déjà disponible? Pas sûr. En tout cas, j'imagine que ce sera disponible en PDF uniquement et certainement pas en version papier. Passons ensuite aux frais de port que voici. La livraison est prévue théoriquement pour fin 2022, ce qui veut plutôt dire printemps 2023. Hein, on a l'habitude, on est sur Kickstarter. Pour ce qui est de la zone Europe, on est sur du 19 à 25 € en fonction du pays et en fonction, j'imagine, de la période, en fonction de la situation du fret international au moment de la livraison. Donc 19 à 25 € pour l'Europe. Pour le Canada, c'est 19 à 23, donc potentiellement seulement un petit peu moins cher. Et pour nous qui sommes au Japon, juste par curiosité, on est sur du 29,35, donc quand même assez cher, mais bon, ça reste relativement dans les standards habituels depuis quelques mois. La TVA sera ajoutée dans le Pledge Manager, donc sachez-le, il faudra ajouter, selon le niveau de pledge, 20% au prix que vous aurez déjà payé précédemment durant la campagne. Et c'est à peu près tout pour Deep Rock Galactic, nouveau projet et premier gros succès de chez Mood. Attention, ceci dit, hein, on a vu que leur précédent jeu perdait en nombre de backers au fur et à mesure que les extensions arrivaient. Donc je pense que c'est un succès qui se base essentiellement sur la licence du jeu vidéo, plus que véritablement sur, comment dirais-je, le fond du jeu lui-même qui a l'air d'être assez basique en termes d'exploration et de dungeon crawler. Ça n'a pas l'air désagréable du tout, ça a l'air assez sympa. Mais est-ce que, au-delà de ça, en termes purement gameplay, ça mérite d'avoir un tel succès? Là-dessus, aucune idée. Je n'ai pas testé le jeu, donc je ne vais pas aller cracher du venin là-dessus, mais je pense que ça doit son succès en grande partie quand même à la licence.
ce qui lui a permis quand même de dépasser 1 500 000 en 3-4 jours à peine. Donc énorme succès pour Deep Rock Galactic, c'est le gros projet de la semaine, même si c'est un de ceux qui m'intéresse le moins, notamment parce que j'ai aucune connaissance du jeu et que les dungeon crawlers, de manière générale, sont pas les jeux qui m'intéressent le plus, même si j'ai rien contre non plus et que j'apprécie bien un petit dungeon crawler de temps en temps. Et ma foi, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Je ne sais pas combien de temps durera cette vidéo, peut-être 1 h 30, 2 heures. J'ai coupé en deux comme souvent, hein. Après les mentions honorables, je fais une pause et je reprends le jour suivant. Bref, aucun intérêt pour vous de le savoir, mais bon, je meuble comme souvent dans l'outro, je ne sais pas trop quoi dire, donc je raconte un petit peu ma vie. Et voilà, donc je vous remercie de m'avoir suivi encore une fois pour ce menu crowdfunding du 13 février 2022. Attendez-vous à une semaine assez chargée sur la chaîne du Ludovore, puisqu'on va vous faire une petite série de vidéos quasi journalières d'ailleurs cette semaine, sur un jeu que je n'ai pas encore mentionné ici, mais que vous aurez peut-être entendu sur une autre vidéo, allez savoir. Donc on vous proposera une série de vidéos toute la semaine. Donc vous retrouverez ça très prochainement et je vais éviter de me répéter parce que je fais ça depuis déjà 30 secondes. Je vous remercie encore de m'avoir suivi. Il est temps d'en finir. Portez-vous bien et à la prochaine.